J'ai apprécié énormément le côté qui m'a le plus, que j'ai découvert avec le service public, c'est cette impression que tu te lèves tous les matins pour faire quelque chose qui est 1000 fois plus grand que toi. C'est important, je pense, d'accélérer sur cette idée que la French Tech, c'est pas que le numérique. Ça veut pas dire que c'est pas bien le numérique, au contraire, mais tous ces logiciels, ces plateformes, ces solutions de commerce, c'est génial. Mais il y a aussi un énorme écosystème, que ça soit start-up industrielle, biotech, medtech, innovation de rupture spatiale. Et finalement, je pense que c'est là qu'on pourra avoir une véritable souveraineté technologique. C'est en arrivant à rassembler tout ce pouvoir d'innovation au-delà du numérique. Même les entrepreneurs étrangers ont bien compris qu'ouvrir un bureau de tech en France, c'est génial parce que les gens sont extrêmement bons, très bien formés, souvent moins chers qu'aux États-Unis, même si les salaires augmentent, mais on reste quand même très en dessous, et en plus beaucoup plus loyaux. Donc on a les talents, on a les idées, on a l'envie, on a maintenant le financement, on a le soutien de l'écosystème public. Donc faut y croire et faut oser aussi en être fier. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur le podcast Build a City for Good, nous avons la chance d'accueillir une invitée exceptionnelle. On est d'autant plus ravis de la voir qu'elle a un emploi du temps assez chargé, donc on la remercie très chaleureusement d'avoir pris le temps de venir passer ce moment avec nous. On ne va pas trop jouer aux devinettes, parce que si on vous dit French Tech, vous avez sûrement la suite. Bienvenue Clara Chapaz, merci. Merci. Bonjour Clara. Hello Pelle, tu prends les devants, c'est très bien. Alors on a une première question qui est commune à tous les invités qu'on reçoit, qui va retracer un peu ton parcours dans les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais, d'où tu viens, où tu as grandi, etc. Yes. Alors j'ai grandi dans le 77 en Seine-et-Marne, dans un petit village de 700 habitants, donc assez loin de la tech et des villes, mes grandes métropoles où j'ai pu vivre après, que ce soit Bangkok, Hong Kong, Singapour ou New York. Donc au milieu de la forêt, parce que mes parents étaient fans d'escalade et donc on faisait du bloc le week-end. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce village qui s'appelle l'Archamp pour ceux peut-être qui aiment l'escalade et qui reconnaîtront. Cool. Et qu'as-tu fait après? Rappelle-nous un peu ton parcours. Du coup, j'ai fait des études de commerce. Donc après cette enfance à la campagne, je me suis dirigée vers l'ESSEC d'abord. J'y ai passé quelques années assez chouettes. Très vite, j'ai eu envie d'aller en Asie. On en parlait un peu tout à l'heure, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, beaucoup plus d'un point de vue personnel. J'adore cette région, aussi bien d'un point de vue culturel, d'un point de vue culinaire, d'un point de vue tout ce que tu peux imaginer. J'avais grandi fascinée par l'Asie, et donc dès que j'ai pu, je me suis tournée vers l'Asie. D'abord au Japon, parce que j'avais appris le japonais pendant mes études de commerce, où j'ai travaillé dans un hôtel pendant 4-5 mois en tant que portière à la Amélie Nothomb. Ça m'a appris qu'a priori j'allais pas commencer ma carrière au Japon, c'était un petit peu complexe, mais que je reviendrais dans la région. Et donc dès que j'ai pu, je suis revenue d'abord à Hong Kong dans le cadre d'un VIE chez Pernod Ricard. J'avais écumé tous les sites possibles pour partir en Asie, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Et puis j'ai pivoté assez vite vers le monde de la tech, parce que via des rencontres lors d'un projet à Bangkok, j'ai trouvé une équipe de gens complètement fous qui lançaient une boîte dans le e-commerce en Thaïlande, et du coup j'ai eu envie de les rejoindre. Et l'un après l'autre, de la Thaïlande à Singapour, j'ai commencé à pouvoir rentrer dans ce monde du e-commerce, de la tech, dans des pays où tout était complètement en explosion, où on passait de rien n'est vendu en ligne à 80% des achats sont faits sur mobile en quelques mois. Donc c'était assez fou. Et derrière, j'ai passé un petit bout de temps aux États-Unis, parce que je me suis dit l'Asie c'est chouette, mais je connaissais pas du tout les États-Unis. Donc après avoir passé un peu de temps en Asie, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre, et j'ai repris des études aux États-Unis, deuxième étude de commerce, on ne s'arrête pas.
à Boston en MBA à Harvard. C'était génial, super expérience. Je le recommande souvent. Je pense quand on est un petit peu plus mature, les études c'est un peu plus intéressant. Et le fait d'avoir travaillé avant, ça change complètement la perspective. Et là, j'ai aussi l'occasion de commencer à réfléchir à lancer une boîte. Finalement, ça s'est pas fait. Je suis rentrée en Europe pour d'autres startups. Et depuis quelque temps, j'ai fait un grand saut vers le secteur public puisque je suis maintenant en charge de la mission French Tech. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est ta mission ? Qu'est-ce que c'est la mission French Tech ? Notre objectif, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les startups aient toute leur place dans l'économie française. On pense au CAC 40, on pense aux PME, on pense aux petites entreprises, mais en fait, les startups sont non pas le moteur de l'économie de demain, qui est un terme que j'essaye de détacher de ce qu'on fait, mais vraiment d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a été la vision depuis le début, depuis 2013. Donc 2013, je sais pas ce que vous faisiez tous les deux, mais l'écosystème French Tech était très très loin de là où il en est aujourd'hui. Mais il y avait cette vision de se dire, il y a une puissance économique qui va venir de ces entrepreneurs, de ces fonds d'investissement, de ces chercheurs qui ont envie de se lancer. Comment est-ce que l'État peut les accompagner ? Et c'est assez unique quand on compare par rapport aux autres pays. Il y a souvent des assos, des équivalents peut-être de France Digital, un peu partout dans le monde entier. Mais d'avoir une administration au sein de Bercy, du ministère de l'économie et des finances, qui est dédiée à ça, c'est unique. Et du coup, c'est ça la mission, c'est via cette administration, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on avance tous dans le même sens, les entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi l'État, et qu'on travaille à faire le succès de la fameuse French Tech. Et tu fais suite à Kat, que l'on salue d'ailleurs, qui est venue aussi faire un podcast à ta place. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment où on t'a appelé pour te dire que c'était toi l'élu ? Oui. Du coup, juste avant, j'étais dans une des entreprises de la French Tech qui s'appelle Vestiaire Collective. Et j'avais décidé de partir, et donc je réfléchissais un peu à la suite. Et j'avais pas vraiment dit que je passais ces entretiens pour la French Tech, parce que j'ai toujours bossé dans des startups. J'avais aucun lien réel avec l'écosystème public. Après, je viens d'une famille où il y a à la fois des entrepreneurs d'un côté et des profs de l'autre, donc j'avais cette sensibilité à la fonction publique, mais je connaissais personne dans ce milieu, donc je me disais bon, c'est ce genre de poste où on n'a pas, ils vont pas embaucher quelqu'un qui vient complètement du monde startup. Et en fait, j'ai compris que ça risquait de se faire parce que Cédrico, donc l'ex maintenant ministre du numérique, a écrit à mon ancien boss de Vestiaire Collectif pour lui dire on va sûrement prendre quelqu'un de chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et donc Max, qui est le CEO de Vestiaire, qui avait suivi en plus toutes mes autres pistes d'entretien, ouvre la porte de son bureau. J'étais toujours devant son bureau et il me dit: c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a Cédrico qui m'écrit pour me parler de toi? J'étais là, c'est là que j'ai réalisé, ok, ça va sûrement se faire. Et du coup, ensuite, tout est allé assez vite. Et oui, quand ils m'ont dit que c'était bon, c'était à peu près dans le même moment. Donc c'était un peu ça le moment où j'ai réalisé que ça allait se faire. En plus, c'était un plébiscite, parce que ça s'est fait à l'unanimité, non, de ce que le marché dit. Apparemment. Ouais, en fait, il le dirait, donc je peux raconter. Mais ce qui est rigolo, c'est que Cédric avait annoncé que il voulait plutôt, chercher plutôt quelqu'un qui venait du public. Donc moi, quand j'ai passé les entretiens, j'avais déjà entendu cette information, donc je me disais c'est hyper chouette comme expérience, juste passer l'entretien en fait. Donc j'y allais un peu comme ça, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et il y avait une espèce de jury avec un certain nombre de représentants de tout l'écosystème, à la fois les gens du public, des entrepreneurs. Il y avait le CEO de Alan, Jean-Charles Samuelian, des gens des capitales et communautés French Tech. Et c'est ce jury qui a fait une recommandation à Cédric. Et donc oui, on dit que ce jury m'a recommandé à l'unanimité. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est plutôt flatteur. Ouais. C'est vrai que c'est très sympa. Et tu nous as parlé de la mission tout à l'heure, de la mission French Tech. Est-ce que tu peux nous parler du programme peut-être sur les 3 prochaines années? Yes, on est vraiment à un moment un peu charnière pour l'écosystème French Tech. Je pense que il y a énormément de choses qui ont été accomplies.
on en parlait, mais entre 2013 et 2022, quand on regarde tous les KPI un peu financiers, que ça soit les levées de fonds qui ont atteint des records l'année dernière, près de 12 milliards d'euros, le nombre de licornes qui est passé de 3 en 2017 à 26 en janvier 2022, le nombre d'emplois, il y a 1 million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups, et ce chiffre ne fait qu'accélérer, doubler. Devrait doubler d'ici 2025. Donc, on est passé à l'échelle. On a maintenant des entreprises, je crois que le chiffre, c'est 3/5 des Français les utilisent de façon mensuelle. Donc, c'est plus le petit service de niche que seulement une certaine partie de la population très connectée utilise. Doctolib, sans Doctolib, la campagne de vaccination aurait été un peu compliquée. Blablacar, des millions de Français utilisent pour se déplacer et aller au travail, partir en vacances tous les jours. Back Market pour trouver un téléphone, moins cher que si on l'achetait neuf. Donc on a atteint, je pense, une certaine crédibilité via ce développement. Après, est-ce que c'est suffisant? Non. Et du coup, dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, continuer à accélérer sur ces grosses entreprises de la French Tech, parce qu'elles sont grosses pour nous, mais quand on regarde par rapport aux GAFAM, aux entreprises chinoises, on est quand même encore en retard. On n'a pas une seule entreprise européenne dans les 10 plus grosses entreprises de tech mondiales, sauf si on compte... ça dépend ce qu'on compte dans tech, mais en tout cas dans les entreprises en bourse. Donc il y a vraiment une opportunité notamment au niveau européen, de prendre un vrai leadership. Et je dirais, c'est important, je pense, d'accélérer sur cette idée que la French Tech, c'est pas que le numérique. Ça veut pas dire que c'est pas bien le numérique, au contraire, mais tous ces logiciels, ces plateformes, ces solutions de commerce, c'est génial, mais il y a aussi un énorme écosystème, que ça soit start-up industrielle, biotech, medtech, innovation de rupture spatiale, et finalement je pense que c'est là qu'on pourra avoir une véritable souveraineté technologique. C'est en arrivant à rassembler tout ce pouvoir d'innovation au-delà du numérique, et utiliser la tech finalement sur je sais pas, je pensais à Kineis et Loft Orbital qui font des choses géniales à Toulouse sur le spatial, des espèces de par exemple Loft, ils font c'est un peu comme le Airbnb du satellite, ils permettent de vraiment rendre cette technologie du satellite accessible à des clients qui l'auraient pas. Insect sur les startups industrielles et la transition écologique, qui a une usine à Amiens pour produire des insectes, c'est ça aussi la French Tech, et je pense que c'est ça qui est très très important dans les années à venir. Et tu t'es fixé des objectifs plus personnels? D'un point de vue personnel, je pense que c'est important que c'est aussi un rôle dans lequel on personnifie un peu l'écosystème, qu'on le veuille ou non, c'est un peu un rôle de représentation. Donc je pense que c'était une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est de partir à la rencontre de ces entrepreneurs, et pas de rester au contact de peut-être les business models que je connais le mieux, le type d'entrepreneur que je connais le mieux, parce que j'ai surtout fait ce numérique dans ma carrière précédente. J'ai surtout travaillé pour des marketplaces, des sites de e-commerce, des sites purement tech, et donc très vite je me suis mis l'objectif de rencontrer des entrepreneurs qui sont en dehors de Paris, parce que l'écosystème grandit partout, et c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être entrepreneur à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Rennes. À Rennes, il y a 4 entreprises du French Tech 120, c'est hyper dynamique. On était chez Léocard, qui est sur l'assurance il y a quelques semaines. Et, Big up Léocard. C'est génial ce qu'ils arrivent à faire aussi. Et aussi bien sûr rentrer beaucoup plus en contact de ces biotech, ces startups industrielles, et comprendre véritablement quels sont leurs enjeux, parce que construire une usine, c'est pas tout à fait les mêmes challenges que construire une appli, et ça c'est important pour moi de pouvoir rester au contact. Je pense que c'est ma force sur ce poste, c'est que j'ai toujours été dans des startups, donc je comprends bien, mais faut pas que je sois non plus biaisée par mon expérience personnelle. Et même si c'est cliché, tu es une citoyenne du monde, est-ce que tu penses d'un point de vue culturel, il nous manque encore un certain nombre de choses pour être aussi performant que certains acteurs en Asie ou aux États-Unis, où tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour créer ces champions et ces potentiels GAFAM de demain?
Je pense que ça, c'est aussi un objectif personnel. Dans tous les pays où j'ai eu l'occasion d'habiter, que ce soit en Thaïlande, à Hong Kong, aux États-Unis, à Singapour, etc., on rencontre tout le temps des entrepreneurs français. D'ailleurs, c'est aussi la beauté de cet écosystème French Tech. On a des gens qui, de façon bénévole, s'engagent pour accueillir les entrepreneurs, les soutenir, les mettre en réseau avec les personnes de leur écosystème local. Partout dans le monde, il y a 67 communautés. Donc vraiment, si parfois, quand vous êtes en vacances, vous vous ennuyez, vous pouvez frapper à leur porte, parce qu'il se passe des choses vraiment partout. Et je pense que ce qui m'a le plus surprise dans toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie précédente, c'est qu'il y a toujours ce côté un peu français de se dire et du coup, pour revenir à ta question, c'est ça que je pense qui manque peut-être le plus, de se dire que on n'est pas assez bien par rapport aux autres, ou de moins se mettre en avant, ou de critiquer ce qui va pas, ou de le friend bashing, de rester sur ce qui marche pas plutôt que de parler de ce qui marche bien. Et je pense qu'on a tous les ingrédients pour réussir. On a maintenant déjà on a les talents. Et ça, c'est incroyable. Dès qu'on se déplace à l'étranger, et d'ailleurs de plus en plus, même les entrepreneurs étrangers ont bien compris qu'ouvrir un bureau de tech en France, c'est génial parce que les gens sont extrêmement bons, très bien formés, souvent moins chers qu'aux États-Unis, même si les salaires augmentent, mais on reste quand même très en dessous, et en plus beaucoup plus loyaux. Donc on a les talents, on a les idées, on a l'envie, on a maintenant le financement. On a le soutien de l'écosystème public, donc faut y croire et faut oser aussi en être fier. Et je pense que parfois c'est peut-être ce qui nous manque un peu par rapport à d'autres écosystèmes, même si ça change. Je pense qu'il y a moins cette peur cette gêne vis-à-vis de la réussite, ça change. Mais il faut continuer à le célébrer parce que si on veut faire des très grandes boîtes, très ambitieuses, il faut en être fier. Et donc, ton rôle, c'est d'être un peu passe-plat entre l'écosystème et les pouvoirs publics. Et quels sont tes interlocuteurs au sein de toute la galaxie des pouvoirs publics et tes interlocuteurs privilégiés et réguliers le jour où le gouvernement sera constitué, enfin définitivement constitué d'ailleurs. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans cette création de la mission French Tech, c'est d'être parti du constat que on va pas se mentir, parfois administratif c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de différentes personnes qui travaillent dans différents ministères, différentes administrations. C'est pas toujours extrêmement fluide de savoir quand on a, je sais pas, une question, que ça soit une question très opérationnelle sur les visas, ou je repense aux startups industrielles sur le foncier, ou sur une réglementation parce qu'on est une startup dans la santé et qu'il y a un texte qui correspond pas plus au jour d'aujourd'hui. Comment avancer? Et nous, c'est ça notre rôle. On a une espèce de réseau de 60 correspondants French Tech avec leur petite casquette French Tech dans leurs administrations respectives, qui encore une fois font ça vraiment par passion. C'est pas leur fiche de poste. C'est qu'ils ont envie d'aider cet écosystème. Ils ont été choisis pour ça. Ils sont extrêmement impliqués. Et ça nous permet de connecter les entreprises, notamment celles du French Tech 120 Next 40, aux bons interlocuteurs quand ils ont une problématique X ou Y. Et donc ça peut être, il y a pas, je pense, d'interlocuteurs privilégiés. Il y en a avec lesquels on travaille régulièrement parce que les sujets reviennent. Je pense par exemple au sujet de visa. Il y a tout un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle le Welcome Desk, qui permet de déployer ce French Tech Visa, qui est le plus facile à l'échelle européenne. Ça met 25 jours d'obtenir un visa pour un employé qui veut rejoindre une boîte de tech. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'interactions avec ce desk, mais ça peut être aussi bien le ministère de la Santé si jamais on travaille avec une entreprise de la santé. Là, en ce moment, on est en train de faire tous les jurys sur les 2 programmes qu'on relance cette année, parce que c'est à chaque fois des promotions annuelles qui sont Green 20 sur la transition écologique, donc avec qui on travaille avec le ministère de la transition écologique, et le programme Agri20, qui est un nouveau programme qu'on lance cette année sur l'agriculture, donc on travaille avec le ministère de l'Agriculture. Donc on est vraiment à la croisée finalement de tous les secteurs. Et parle-nous de ton équipe. L'équipe, du coup, on a Station F, donc ça c'est assez sympa. Depuis le début de l'ouverture de Station F, donc 2017.
Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'on est tous super complémentaires. On est une 20-25 personnes dans l'équipe. Il y a à la fois des gens qui viennent des startups comme moi, des gens qui viennent plus de métiers d'encadrement, d'accompagnement de startups, que ça soit dans des VC ou dans des assos d'accompagnement, des gens qui viennent complètement du secteur public. Et je pense que c'est vraiment la beauté de cette équipe, c'est que chacun amène un peu sa pierre pour pouvoir construire les solutions pour les startups et pour l'écosystème. Et ça marche super bien parce que tout le monde a un point de vue différent et tout le monde apporte son expérience pour finalement travailler sur ce collectif. Et on parle pas mal des personnes de notre écosystème, des personnes de la tech, des startups, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes comme des réfugiés ou de quartiers prioritaires qui peuvent et qui veulent devenir entrepreneurs. Et vous avez notamment un programme qui a 2 ans qui s'appelle French Tech Tremplin, qui vise à soutenir ces personnes. Comment ça fonctionne exactement ? Ça, c'est une des, je pense, plus belles réussites de la French Tech. C'est aussi de se dire, donc, quand je reviens aux objectifs, il y avait continuer à aller plus gros, plus loin, soutenir les grandes entreprises pour qu'elles soient plus importantes, aller dans la diversité de secteurs, rendre aussi facile, disons, en tout cas fluidifier le parcours entrepreneurial de quelqu'un qui veut se lancer aussi bien dans le numérique que dans l'industrie ou dans la biotech ou l'agri. Troisième objectif, qui est un objectif extrêmement important, c'est comment on fait en sorte que cet écosystème qui est extrêmement dynamique, emploie, crée de l'innovation, soit un écosystème qui est ouvert à tous. Non seulement parce que c'est important d'un point de vue sociétal, mais c'est aussi pas seulement de l'altruisme, c'est important parce que si on veut continuer à se déployer, on a besoin de plus de talents. Et du coup, je pense que rester dans l'entre-soi n'est une solution pour personne. Donc, Tremplin, c'était cette idée de se dire comment est-ce que les personnes qui, peut-être, ont pas fait des études où ils vont être justement des études de commerce où la moitié de leurs copains vont être dans des startups et l'autre dans des VC, sont peut-être réfugiés, sont dans des quartiers prioritaires de la ville, sont dans des zones rurales à revitaliser. Comment est-ce que toutes ces personnes qui ont des idées d'entrepreneuriat, qui ont envie de se lancer, on peut les accompagner pour d'abord, lors d'une phase qu'on appelle prépa, les aider à vraiment solidifier leur projet, construire un premier pitch, un business plan, etc. Et ensuite, dans une deuxième partie du programme, s'ils sont prêts à cette deuxième partie, pouvoir rentrer dans un incubateur partenaire. Donc, il y a une centaine d'incubateurs partenaires partout en France, avec un programme d'1 an où ils vont être mentorés, suivis, accompagnés. Et finalement, l'objectif derrière, c'est de pouvoir, donner, ouvrir toutes les portes, donner toutes les chances pour que ces entrepreneurs, il y en a environ 300 par an, puissent eux aussi se lancer, même s'ils n'avaient pas forcément le réseau à la base ou les moyens financiers, parce qu'il y a aussi une bourse qui est donnée pour débuter son projet. Tu nous parlais de ton rayonnement national en tant qu'ambassadrice de la French Tech. T'as vocation à pas mal voyager à l'international aussi ou... Oui, bien sûr. Donc, il y a à la fois ces communautés et capitales French Tech en France et à l'étranger. Ce qui, je pense, est important et qui a aussi fait partie du succès de la French Tech, c'est de continuer à faire perdurer ce rayonnement de la French Tech à l'étranger, de par les communautés, donc auxquelles je rends visite parce qu'elles organisent des événements. Par exemple, en septembre, la communauté de French Tech Munich organise un événement qui s'appelle Beats & Pretzel, qui va être un gros événement tech, donc on sera là pour bien sûr les soutenir. De par les événements, disons plus tech internationaux, que ça soit Slush à Helsinki où j'étais en fin d'année dernière, le Web Summit qu'on ne présente plus, ou le CES de Las Vegas qui a été un peu le moment de création de la French Tech en 2014. Donc on continue à aller sur ces événements. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de cette démarche d'attractivité et ça fait partie du rayonnement de la French Tech. Et donc de par forcément mon parcours personnel et mon expérience personnelle, c'est quelque chose que je veux absolument continuer. Je pense que c'est super riche de pouvoir garder ce lien, et ça serait risqué de se dire ça y est, les fonds étrangers maintenant nous connaissent, les talents, on arrive à les attirer, donc on a tout fait à l'international, on est bien identifié. Je pense que le monde de la tech va très très vite.
On est en très bonne position à l'échelle européenne maintenant, depuis quelques années. Il y a encore un rapport aujourd'hui, pas sur la tech, sur toutes les industries confondues, qui est sorti hier, qui disait qu'on était le numéro 1 en termes d'attractivité en Europe. Donc c'est génial, mais ça continue à se travailler parce que je suis sûre qu'il y a d'autres pays qui aimeraient prendre notre place. Le temps passe, mais peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, pour rebondir un peu sur l'actualité. Tu nous parlais dans la vidéo du pacte parité qui a été signé par 70 entreprises, c'est ça? Yes. C'est quoi la suite de ce projet? Donc pareil, sur les sujets de diversité, on a parlé des talents qui sont éloignés du milieu de la tech. Il y a une autre population qui est pas encore assez intégrée et représentée, ce sont malheureusement les femmes. Donc c'est un peu triste de se dire qu'en 2022 c'est encore un sujet, mais c'est la réalité. Il y a que 23% de femmes dans les métiers du numérique. J'imagine que dans vos métiers d'investisseurs, vous le voyez aussi beaucoup, que ce soit les conseils d'administration, les comités de direction, les managers de l'entreprise, c'est très très masculin. Et du coup, toujours avec la même idée de se dire, c'est pas normal, parce que on peut pas se dire que un emploi sur 2 d'ici 2025 va être créé dans le numérique et on va priver 50% de la population de ces emplois. Enfin, d'un point de vue égalité économique, ça marche pas. Et 2, en fait, on a besoin de ces talents parce que la préoccupation numéro 1, en ce moment numéro 1 est peut-être ex aequo avec le financement des entrepreneurs, c'est les talents. Et il y a un vivier de talents énorme via toutes ces femmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis quelques mois, on a organisé des ateliers sur la parité avec les entrepreneurs du French Tech 120 Next 40. Il y en a une trentaine qui ont participé et ça venait de cette idée que en fait, de par les expériences que j'ai pu avoir dans le passé, souvent quand on se pose une question, qu'on est dans une start-up, il y a potentiellement quelqu'un d'autre qui se pose la même dans une autre start-up. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais chez Vestiaire, c'était d'échanger avec mes pairs, que ça soit, je sais pas, chez Back Market, parce que c'est un peu le même business model autour de l'occasion ou d'autres start-up. Et on se rendait compte qu'on se posait un peu les mêmes questions au même moment et que souvent il y avait quelqu'un qui avait tenté quelque chose. Donc là, l'idée c'était de se dire comment on rassemble ces entrepreneurs sur un sujet qui leur tient à cœur. Parce que quand en février, le nouveau classement du Next 40 French Tech 120 est sorti avec qui a montré du doigt le manque de femmes dans les dirigeantes. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé pour me dire nous on veut s'engager sur ce sujet, on veut faire mieux, on veut aller plus vite. Donc on les a rassemblés. On a échangé sur quelle entreprise a testé quoi, quels sont selon eux les plus gros freins et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, c'est sur quoi on peut s'engager pour créer une dynamique un peu d'exemplarité aussi pour le reste de l'écosystème. Et du coup, ce rapport, c'est 5 engagements qui ont été signés par 70 entreprises du French Tech 120 qui vont de un quota pour les conseils d'administration sur le modèle des entreprises cotées à des choses très concrètes comme s'assurer que toutes les fiches de poste sont inclusives, puisque ça sert à rien d'essayer de recruter des femmes si on fait pas attention à ce genre de processus. Avoir des rôles modèles qui sont aussi bien des femmes que des hommes, que ça soit en externe ou en interne, pour aider les femmes à se projeter dans ces milieux de la tech, ou encore former les managers sur les biais concernant la discrimination, tous ces biens conscients, ou comment est-ce qu'on peut accompagner les parents et les femmes qui ont un congé maternité plus long au retour de congé maternité. Donc c'est vraiment un ensemble de mesures qui se dit il n'y a pas de baguette magique, mais si sur chaque petit point de friction on travaille de façon consciente et on s'engage à faire changer les choses, on peut avancer. Et l'idée, c'est que le plus d'entreprises possible nous rejoignent la liste des signataires. Il y a déjà un nombre incalculable de gens qui m'ont écrit depuis hier en me disant je veux rejoindre, je viens de signer la page des signataires, je veux participer aux prochains ateliers. Parce que je pense que c'est faux de se dire que l'écosystème n'a pas envie de s'emparer de ces sujets. Il a envie, tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé ont envie, mais c'est comme tout, dans la vie d'une entreprise, surtout une start-up, il y a 40 000 priorités. Et si on n'en fait pas une priorité, ça avance pas.
On finit donc sur un appel aux boîtes à signer. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais en fait, ton enthousiasme est communicatif et c'est super agréable de se dire qu'on est dans de bonnes mains, en tout cas que la French Tech est dans de bonnes mains. Et moi, je vais juste revenir sur un truc. Donc, tes parents font du bloc et t'as fait du bloc ou pas? Bien sûr. Alors là, je peux plus, mais normalement, j'en fais encore. Ah ouais. Et quels sont, c'est un sport assez complet, non? Et avec plein de valeurs assez fortes, non? Ouais, tu nous en parles 2 secondes, parce que c'est une singularité qui est intéressante. Même s'il y a de plus en plus de gens qui font du bloc. Oui, en salle, mais il faut pas faire en salle. Enfin, non, c'est bien quand même, mais j'encourage les gens à aller en forêt. Du bloc et j'ai fait aussi beaucoup de falaises. Non, l'escalade, c'est un sport génial. Comme je pense tout enfant, quand tes parents ont une passion, t'as le début de l'enfance où t'adores, ensuite t'as les années un peu teenager où tu trouves que c'est nul, et après tu reprends. C'est comme la campagne. Quand tu grandis à la campagne, tu te dis, oh là là, mais c'est horrible quand t'as 15 ans, et puis quand t'as un peu plus de 30, t'es là, c'est sympa la campagne. Mais ouais, c'est un sport génial, c'est un sport qui demande une concentration incroyable, qui est très physique, même si les gens se rendent pas forcément compte. Et moi, j'avoue avoir une petite préférence pour la falaise, parce que en plus de ça, en falaise, t'as cette histoire de confiance dans la personne qui t'assure, qui est quand même une expérience folle. T'es au bout d'une corde et la personne qui est à la corde de l'autre côté, elle a véritablement ta vie en main. Si tu tombes, elle a plus d'intérêt à t'arrêter. Et ça, je trouve que c'est assez unique. Je connais pas de sport en fait qui te met dans ce genre de relation de partenariat avec quelqu'un. Donc oui, c'est un sport génial. J'encourage tout le monde à essayer. Belle fin. Merci Pelle pour cette question. D'autres passions peut-être? D'autres passions. Alors c'est à l'opposé. Nous, on termine toujours par la cuisine ici. Mais bon, ah oui, c'est vrai. Quel est ton plat de taille préféré, par exemple? On est un peu épicurien, légèrement. Un peu trop, beaucoup. Si, j'allais dire, j'adore manger. Plat de taille préféré, c'est le curry massaman. Je sais pas si vous voyez. C'est un curry qui est pas très épicé. Qui est assez sympa pour nos palais occidentaux qui parfois peuvent être un peu agressés par les currys très très épicés. Mais non, d'autres passions, ça va être très cliché parce que c'est un peu ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, mais j'ai adoré, et c'est quelque chose que j'adore toujours autant, voyager et rencontrer en fait des personnes dans le monde entier. C'est des expériences de vie qui sont très riches. Et on en parlait un peu tout à l'heure en off, mais quand on a passé autant de temps dans des pays qui sont très éloignés de la façon dont on fonctionne, où on a tout à apprendre, où les décisions se prennent pas pareil, les relations humaines sont pas faites de la même façon, je trouve que ça nourrit une curiosité et c'est génial, c'est des expériences de vie top. Donc je suis sûre qu'un jour je repartirai à l'aventure. et d'ici là, j'essaye de continuer à rencontrer le plus possible des gens différents. Et ta prochaine vie, tu seras dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans la fonction publique? Un petit teasing. Disons que pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'y penser. C'est pas le sujet numéro 1 du moment. Entre le nouveau poste et ma prochaine vie perso qui arrive très bientôt. Mais non, je continuerai dans la tech, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. J'ai apprécié énormément le côté qui m'a le plus, que j'ai découvert avec le service public, c'est cette impression que tu te lèves tous les matins pour faire quelque chose qui est 1000 fois plus grand que toi. Et ça, quand tu travailles dans une start-up et que tu vois la start-up réussir, c'est extrêmement satisfaisant. Mais ce sens de travailler pour l'État, j'encourage tout le monde à faire ces allers-retours parce que je pense que c'est bénéfique pour les personnes qui le font, parce qu'on apprend plein de choses, une autre manière de travailler, une autre manière de se poser des questions, on réfléchit beaucoup plus grand. Et en même temps, c'est bénéfique. On est pour la pollinisation des écosystèmes et la création de passerelles entre toutes les industries, tous les talents, toutes les compétences. Et c'est pour ça qu'on est fortement impliqué dans d'autres projets pour faciliter ces échanges. Et je pense que quand tu reviens dans le privé, t'apportes avec toi des choses assez chouettes. Et vice versa. Donc faites-le si vous avez l'occasion. Super, merci beaucoup et merci pour ton énergie parce que encore une fois, je sais pas si ça se ressent derrière le micro, mais en tout cas nous là on est électrifiés, électrisés ou j'en sais rien. Merci Clara pour ton partage de ce riche parcours et à très vite. Merci. Merci.